something is holding me back. Not anymore. No flow hotter, born like globe shotter, my flow slaughter, I'm new fire. Bonjour à tous chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cette nouvelle édition de Culture Soccer où comme d'habitude on vous réserve plein de surprises. Avant de partir dans notre sommaire, tout de suite je vous recommande nos autres podcasts Lucarne Opposée, Bola Latina, la FC Corner ou Efriquea pour les autres continents que couvre Lucarne Opposée, ainsi que le magazine Lucarne Opposée qui est toujours, le numéro 2 toujours disponible sur notre site avec un gros retour sur l'année 84 pour le soccer états-unien de la part de Anthony et moi-même. Et le numéro 3 sur la Coupe du Monde qui est bientôt disponible. On va commencer tout de suite à notre émission avec notre moment était une fois en Amérique avant de passer à l'interview de la semaine où nous serons rejoints par Thomas, spécialiste Bolivie de Lucarne Opposée. En effet, la sélection américaine joue son premier match non préparatoire à la Coupe du Monde, vu qu'elle ne joue pas à la Coupe du Monde, contre la Bolivie, avant d'affronter notamment la France plus tard en juin. On va parler un peu de cette sélection, de l'adversaire donc de la Bolivie, avant de répondre à vos questions. Mais tout d'abord, on va partir un peu sur un hors-sujet en parlant de recrutement. Alors que Wayne Rooney paraît de plus en plus proche de DC United, Torres est toujours pressenti à Chicago et Montréal. Il y a deux nouvelles recrues qui pourraient débarquer en MLS, puisqu'on parle de Ener Valencia, le numéro 9 qui joue au Mexique, ainsi que Keisuke Honda, qui s'est déjà entraîné à Orange County en USL l'année dernière. Club dont il est d'ailleurs en partie propriétaire, on en parlait dans le dernier podcast, mais qui est aussi pressenti notamment dans les clubs de Los Angeles, vu que c'est pas trop loin d'Orange County. Qu'est-ce que tu penses, Anthony, de ces rumeurs, sachant qu'on en avait parlé quand même il y a quelques semaines avec MLS en folie dans notre podcast spécial transfert? Oui, en fait, là, j'ai commencé avec les derniers cités, Keisuke Honda. Là. En fait, moi, là, je l'aurais bien vu avec le LAFC. C'est l'équipe affiliée du Orange County FC. Donc, ça aurait été quand même assez bien que le proprio joue pour l'équipe MLS. Mais avec l'arrivée de Lee Nguyen, là, je le vois mal rejoindre le LAFC. Donc, mais ça serait un joueur de qualité en MLS. Là. Je crois bien qu'il a le niveau, là, même si, avec Pachuca, là, il fait très bien pour la dernière saison, je crois, là, 10 buts en 32 matchs. Donc, c'est assez de qualité. Et en MLS, il y a moyen qu'il marque 10-15 buts. Et le premier cité, le Ener Valencia, là, il a vraiment les qualités pour. Là. Avec les Tigres, il l'a très bien fait. Donc, il pourrait évoluer dans toutes les équipes MLS, je crois. Là. Ouais, et surtout, apparemment, Seattle est très intéressé, vu qu'il leur manque un numéro 9 depuis pas mal de temps. Ce serait une bonne recrue pour eux, et ils ont une place de joueur désigné aussi. Pour Keisuke Honda, moi j'enverrais, comme tu as dit, Lee Nguyen est arrivé à LAFC. Donc, pourquoi pas, par exemple, Chicago, qui sont en train de chercher un numéro 10 depuis 4-5 mois, qui ont laissé passer Lee Nguyen. Donc, ça pourrait le faire. Et avant de nous jeter directement dans le cœur de l'émission, un petit mot peut-être sur l'Open Cup, qui est l'équivalent américain de la Coupe de France. Donc, les clubs canadiens ne le jouent pas. Les clubs MLS n'ont pas encore commencé à jouer, mais il y avait pas mal de matchs avec des équipes d'USL ou de division amateur américaine. Est-ce que, Anthony, tu as retenu quelque chose de ce tour d'Open Cup? Oui, en fait, moi, là, mon club, là, Nashville, là, était en liste, rentrait dans la compétition là, lors de ce tour et ils ont éliminé le Inter Nashville FC, là, l'autre équipe de Nashville. Donc, c'était le premier Music City Derby. Ça a été une victoire de 2-0. Le coach a quand même fait tourner quelque peu. Mais ailleurs, là, dans la compétition, là, il y a eu quelques surprises. Les Kickers de Richmond ont fait se faire surprendre par le Reading United AC, une équipe affiliée de division semi-pro là, de l'Union de Philadelphie. Sinon, il y a eu un très beau match entre le FC Cincinnati et le Detroit City Football Club. Même là, si le match s'est conclu sur le score de 4-1, là, ça a été jusqu'en prolongation. Donc, un match assez excitant avec, on sait, le Detroit City, là, l'une des équipes amateurs les plus intéressantes à avoir joué du côté des États-Unis. Sinon, là, des équipes USL qui ont subi la défaite, il y a le Charlotte Independence de notre ami Yann Ekra qui a perdu 3-1 face au Ocean City Nor'Easter.
Sinon, là, Indy 11 a également perdu 1-0 contre le Mississippi Bria, prochain adversaire du Nashville SC. Sinon, les Roughnecks de Tulsa ont perdu 4-3, une autre équipe de l'Ouest là, en USL. Après le Miami FC, l'ancienne équipe d'Alessandro Nesta a perdu 3-1, mais en même temps, c'est pas la qualité de la NASL. Ouais, le New York Cosmos aussi, il me semble, a perdu. Ouais, même si, ouais, c'est leur équipe réserve qui joue un petit peu, parce que même si voilà, les numéros 1 sont partis en équipe réserve, c'est plus le même niveau, comme tu disais, pour Miami. Mais l'Open Cup, ouais, c'est toujours un truc super intéressant à voir. Quand les clubs MLS vont commencer à jouer, en plus, il y aura beaucoup de jeunes qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui vont pouvoir s'exprimer sur les terrains en Open Cup, puisque c'est une coupe qui est largement jouée par les remplaçants, les titulaires étant privilégiés pour la MLS. Oui, effectivement. Et, la US Open Cup, qu'est-ce qui est bien à voir, là, c'est vraiment des matchs entre les niveaux et même des rivalités là, entre les divisions. C'est vraiment intéressant à voir aller, comme Jacksonville, là, l'ancienne équipe de NASL, qui a remporté son match 1-0 face aux Roadies de Tampa Bay. D'ailleurs, ça l'a coûté le poste à l'entraîneur. Ou sinon, là, même, là, il y a eu une rivalité d'Arizona entre le Arizona Sahuaros et le Rising là, de Didier Drogba. En fait, l'équipe à Didier Drogba s'est inclinée au penalty 1-1. Donc, oui, c'est toujours intéressant à voir aller. Là. Ouais, Drogba d'ailleurs qui a joué son 500e match avec Phoenix, il me semble 500e match depuis son début de carrière, ce qui paraît pas beaucoup d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Mais ça a été célébré à Phoenix cette semaine. Avec notamment la vente d'eau en bouteille à Didier Drogba. Mais ça aurait pu être un sujet qui aurait pu être abordé dans Il était une fois en Amérique, dont on va passer tout de suite. Donc on vous retrouve juste après la petite musique de Western. À tout de suite. On est de retour, merci toujours de nous suivre. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, n'hésitez pas à partager l'émission parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à toucher un nouveau public, grâce à vos retweets, vos likes ou vos partages. On va passer à ce moment était une fois en Amérique et je vais commencer tout de suite en parlant d'une franchise USL qui devrait arriver à Chicago. Pour ceux qui ne savent pas, Chicago a déjà un club, le Fire en MLS, mais il y aurait le propriétaire des Chicago Cubs qui serait intéressé par implanter une deuxième franchise de soccer à Chicago, pour le moment en seconde division. Ce qui pourrait être très intéressant, déjà, c'est que le propriétaire est assez riche, parce que bon, voilà, les Chicago Cubs, on les présente plus, mais c'est quand même un club assez légendaire en baseball américain. Et il voudrait aussi que le stade, qui a l'air super beau, au bord de la rivière, serait dans le centre-ville de Chicago, ce qui pourrait poser de certains problèmes pour le Fire. Le Fire, qui est un club assez vieux de MLS, mais qui a du mal à toucher la population locale. Il y a peu de supporters. Le stade est beau, mais voilà, le stade est rarement plein. Et donc, il pourrait se passer ce qui s'est passé à Los Angeles, là, en ce moment, où LAFC est en train de capter toute l'attention de Los Angeles, mais à Chicago, avec un petit stade, peut-être vers 20 000 personnes, et tous ceux qui vivent dans le centre-ville ou qui n'ont pas envie de faire 1 heure de voiture pour aller au stade du Fire, pourraient arriver là-bas. Donc, il faudra faire très attention pour le Fire à ce que cette expansion n'aille pas en MLS. Mais ça peut être quelque chose dont il faudra vraiment regarder. La concurrence est toujours rude et l'exemple du LAFC peut donner beaucoup d'idées à d'autres franchises d'USL et de MLS. Oui, et c'est vous qui va rejoindre la Ligue en 2020. Là. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire et ça semble vraiment intéressant comme projet. Il y a déjà un concours pour nommer l'équipe de Chicago. Le club au centre-ville, là, ça peut faire un FC Cincinnati là, à Chicago, là, un club très populaire en USL qui rassemble plus de foule que l'équipe MLS. Mais j'ai bien hâte de voir comment les deux équipes vont coexister. Là. Ouais, pareil. Et toi, quel est ton moment il était une fois en Amérique? Oui, en fait, moi, là, c'est sur un joueur en particulier. C'est Nazmi Al-Badawi, un joueur historique du North Carolina FC, là, puisqu'il est né dans la région, a fait plus de 110 matchs avec le club, marqué
marqué plusieurs buts également. L'hiver dernier, il a signé au FC Cincinnati. On le sait, hein, un club qui est aux portes de la MLS, qui rassemble des 20 000 personnes de foule avec des joueurs excitants. Eh bien, là, à son premier match face à sa ville natale, il a claqué un doublé grâce à 2 buts de qualité, là, un but enroulé de l'extérieur de la surface et un en repiquant au centre. Donc, c'était assez exceptionnel à voir aller. Lui d'ailleurs, qui avait l'hiver dernier des touches en MLS, là, je crois qu'il a le même niveau qu'un Enzo Martinez, par exemple, qui a signé au Rapids du Colorado. Là, donc, il aurait pu être un excellent remplaçant en MLS, mais il a priorisé le FC Cincinnati. Et si l'équipe rejoint la MLS, là, je ne serais vraiment pas surpris de le voir continuer avec le club. Donc, et qu'est-ce que j'ai aimé de son exploit, là, 2 buts face à son équipe natale, sa ville natale et son ancienne équipe, eh bien, c'est que il a vraiment respecté son club, malgré 2 buts vraiment hors normes. Là, il a resté assez humble, pas de grosses célébrations, et c'est là qu'on voit les grands joueurs. Là, quand un joueur respecte son ancien club, là, j'aime vraiment voir ça et j'y souhaite d'aller très loin dans sa carrière en MLS et tout. Là. D'accord, un joueur modeste qui pourrait toucher donc la MLS, Nazmi Al-Badawi. Exact. On se retrouve tout de suite, chers auditeurs, pour le deuxième segment, de l'émission avec un focus sur la sélection américaine et son adversaire bolivien. À tout à l'heure. I got a bitch that look like Left Eye. And she be posted on the west side. She always say that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best die. I got the gas, she call me Jethro. I hit her butt like shorty, let's roll. I hit my plug, he on the west coast. And shit, I heard they got the best smoke. Donc, après le moment, il était une fois en Amérique, nous allons présenter la sélection américaine avant d'y aller avec Thomas Alain, le spécialiste bolivien de lucarne opposée. Donc, on va rentrer directement dans le sujet puisque c'est quand même une émission chargée avec plein de nationalités. Donc, pour ce qui est de la sélection américaine, là, le sélectionneur intérimaire Sarah Chan a choisi un groupe assez particulier. Je vais vous nommer les joueurs ligne par ligne. En gardien de but, là, Alex Bono du TFC, là, un joueur bien connu a été choisi. Bill Hamid, l'ancien du DC United, maintenant au FC Midtjylland au Danemark, a également été choisi. Tout comme Ethan Horvath au club Bruges en Belgique. Pour ce qui est des défenseurs, là, Cameron Carter-Vickers de Ipswich Town appartenant à Tottenham a été choisi. Comme Eric Lichage de Nottingham Forest, Matt Niagza de Vitesse appartenant à Chelsea, Matthew Olosund de Manchester United, Eric Palmer-Brown de Manchester City, Anthony Robinson de Bolton, Jorge Villafania de Santos Laguna et Walker Zimmerman ont été choisis en tant que défenseurs. Pour ce qui est des milieux, Joe Corona du club américain a été sélectionné, tout comme Lyndon Gooch de Sunderland, Julian Green, le milieu appartenant au Bayern Munich, Alejandro Guido de Tijuana, Weston McKennie de Schalke, Keaton Parks de Benfica, Christian Pulisic de Borussia Dortmund, Robio Rubin de Tijuana et Tim Weah du Paris Saint-Germain ont été choisis comme milieu. Et en attaque, là, c'est deux attaquants, Andrija Novakovic de Telstar et Josh Sargent du Werder Bremen ont été sélectionnés. Donc, c'est la liste des 22 des États-Unis. On va passer ligne par ligne là, pour dire nos avis sur les sélectionnés. Donc, toi, Antoine, lorsqu'on parle de ces 3 gardiens de but, c'est quoi ton ressenti? Alors déjà, je crois que vraiment, en fait, dans la sélection en général, on va le dire un peu ligne par ligne, mais en général, dans le groupe des 22, il y a une vraie colonne vertébrale qui est en train de se former, même s'il y a beaucoup de jeunes qui vont sûrement pas revenir. Il y a quelques joueurs qui sont jeunes, mais qui sont là pour rester, à mon avis. Et par exemple, Bill Hamid du FC Midtjylland au Danemark, et un de ces joueurs, il a quand même 5 sélections déjà. Et à mon avis, c'est gardien numéro 1 des années à suivre, à moins qu'il y ait un autre qui émerge vraiment. Parce que les anciens gardiens sont plus vieux et font vraiment partie du passé.
Bill il va s'imposer. Et Alex Bono de Toronto, je vois aussi évoluer dans ce rôle de deuxième gardien pour pas mal d'années, voire troisième. Pour ce qui est de Ethan Horvath, c'est un peu comme la moitié de la sélection. C'est les mecs qui, étonnamment, jouent vraiment pas beaucoup en club. Il a fait que 4-5 matchs, je crois, cette saison. Il est remplaçant au Club Bridge. Donc, à voir. Bon, il y en a beaucoup dans la sélection comme ça. Donc, ça va être intéressant à voir. Je pense qu'il sera là surtout pour un peu avoir de l'expérience, se familiariser au groupe et peut-être le tester à l'entraînement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, pour moi, là, dans les gardiens, tu as amplement raison. Bill Hamid, c'est l'avenir à ce poste pour la prochaine Coupe du Monde. Là. Dans 4 ans, il va être à 32 ans, qui est vraiment l'apogée pour un gardien de but. Donc, oui, et Alex Bono en suppléant, là, je trouve ça bien. Là. Alex Bono, dans ses bons jours, là, c'est un excellent gardien. On a pu le constater que quand ça va un petit peu moins bien, là, il a plus de difficultés. Mais oui, là, en tant que suppléant, là, je n'ai rien contre. Cependant, là, un Zach Stephen, là, à la place d'Ethan Horvath, j'aurais bien aimé voir le gardien du Columbus Crew. Là. Mais c'est vraiment un effectif là, que le sélectionneur intérimaire là, risque de faire tourner pour également les rencontres là, contre l'Irlande et la France. Voilà, j'allais dire, de toute façon, c'est un peu un effectif qui va changer. Il l'a dit lui-même. Il n'y a que 2 joueurs de MLS, Zimmerman et Bono, il me semble. Et c'est un peu dans cette optique-là que déjà la MLS continue en ce moment, même, alors que d'autres championnats ont arrêté. Donc, il n'a pas forcément pioché énormément dans ce championnat. Et puis, ouais, contre l'Irlande le 2 juin, contre la France, il me semble, le 8 juin, on va avoir beaucoup de nouveaux joueurs. Et sûrement des joueurs de MLS. Bon, Tyler Adams s'est blessé hier, mais sinon, des sources de ESPN disaient que Tyler Adams allait être pris, par exemple. Ou d'autres personnes, on ne sait pas si on verra des titulaires de base comme Bedoya ou Altidore, mais on pourrait les voir arriver dans le groupe face à la France, par exemple. Oui, et si on continue là, dans les défenseurs, là, le sectionnaire à niveau centraux, là, il y a Carter Vickers, Lee Jazz, Miagza, Palmer Brown et Zimmerman. Je suis pas certain de la position de Matthew Olosund qui devrait seulement être présent pour ce match. Je ne le vois pas trop continuer avec la sélection pour contre l'Irlande et la France. Mais c'est vraiment intéressant de voir les défenseurs. Là. C'est Carter Vickers et Palmer Brown étaient au dernier mondiaux U20 là, et j'ai pu les regarder. Là. C'est vraiment, je crois, la paire de l'avenir. Là. Carter Vickers et Palmer Brown, c'est vraiment deux centraux que j'aime. Cependant, là, il va falloir faire attention également à Matt Miazga qui commence à vraiment être un pilier de son équipe vitesse aux Pays-Bas. Là, et en ce moment, Miazga, là, c'est vraiment l'un des meilleurs centraux américains. Donc, je sais pas, toi, niveau défenseur, qu'est-ce que tu en penses? Comme je disais pour les gardiens, on voit qu'il y a une vraie ossature qui arrive avec vraiment beaucoup de jeunes. Cameron Carter-Vickers, en effet, il a joué un peu avec Miazga aussi en U20 avant que Miazga monte et un peu avec Palmer Brown. Vraiment, quand on voit les clubs à qui ils appartiennent, que ce soit Chelsea, Manchester City ou Tottenham, il y a vraiment du bon et ils vont continuer à être au niveau supérieur, au niveau professionnel pendant quelques années. Donc, à mon avis, c'est la future base de la sélection américaine. Des choses un petit peu étranges. Ouais, Matthew Olosunde, il est avec l'Académie Manchester United. Il n'a toujours pas joué, je crois, en pro avec le club. Donc, c'est une sélection assez étrange. Mais en fait, cette sélection américaine, on le verra après aussi dans d'autres lignes comme les attaquants ou les milieux de terrain. On dirait que c'est un club U20 qui a décidé de monter ses joueurs dans l'équipe première. C'est assez bizarre. Il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas vraiment en club, mais qui sont dans le futur un petit peu. Donc, ils sont un peu promus par ça. Mais ouais, Matthew Olosunde, c'est la première fois qu'il est appelé par la sélection. J'aimerais bien voir Walker Zimmerman aussi jouer quelques matchs avec la sélection. À mon avis, il le mérite. Il est très bon avec le LA aussi. Mais je pense que Miazga sera, oui, en effet, titulaire avec Palmer Brown ou Carter Vickers. À voir. Oui, niveau latéral, là, moi, là, un joueur que j'ai bien hâte de voir aller, là, c'est Anthony Robinson, joueur appartenant à Everton, mais qui était près du côté de Bolton. Eh bien, je crois que Bolton vient tout juste de monter, là, et Anthony Robinson, qui est un latéral gauche, là, est vraiment là, un des piliers en défense. Là, il a joué 30 rencontres cette année.
Donc, et même l'année prochaine, là, je ne serais pas surpris de le voir être en équipe première avec Everton. Donc, j'aimerais vraiment ça que le sélectionneur le titularise au lieu de George Villafania pour le premier match. Et niveau à droite, là, je pense que ça a été Eric Lijach qui va être titularisé. Parce que je pense pas que Matthew Olosun, qui est défenseur droit, là, je crois pas que c'est de niveau pour affronter la Bolivie encore. Lui qui n'a pas encore été titularisé pro, comme tu l'as dit un peu plus tôt, là. Ouais, c'est vraiment un groupe sans MLS avec que des jeunes talents d'académie européenne. Et d'ailleurs, si on passe un peu au milieu, ça se confirme aussi sur cette sélection. Au milieu, par exemple, Keaton Parks n'a pas encore joué non, il n'a pas encore joué avec la sélection américaine. Première fois qu'il est appelé, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a Julian Green, le retour. C'est incroyable. C'est marrant parce que pour ceux qui suivent la sélection américaine depuis un petit bout de temps, il était là à la Coupe du Monde 2014. Il avait réussi à marquer. C'était un peu le nouveau génie du football américain après la Coupe du Monde 2014. Mais jusqu'en 2016, il a plus joué avec la sélection qu'en club. Donc voilà, totalement américain. Hein. C'est vraiment la sélection américaine fait tout le temps ce genre de choses, à faire jouer des jeunes qui ne jouent pas en club. Et là, cette année, il a joué 24 matchs et 2 buts avec Grösser Fürth. Je serais incapable de prononcer le club allemand correctement, mais en deuxième division allemande. C'est la première fois donc depuis 2016 qu'il est appelé. C'est le grand retour de Julian Green. On l'appelle un petit peu aussi en MLS. Donc à voir s'il bouge de son club ce mercato, pardon. Mais sinon, ouais, comme je disais, première sélection de Keaton Parks, première sélection d'Alejandro Guido, première sélection aussi pas première sélection, mais deuxième sélection, pardon, de Tim Wee, le jeune Tim Wee, le jeune joueur américain du Paris Saint-Germain qui a joué pour la première titularisation de l'année contre Caen, là, ce week-end. C'est pas terrible du tout, mais à voir. Donc voilà, beaucoup de joueurs jeunes, très intéressants, pas titulaires en club, comme on le disait. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, en fait, moi, là, j'ai vraiment hâte de voir Weston McKennie effectuer sa deuxième sélection avec les États-Unis. Là, je crois qu'il va être titularisé face à la Bolivie. Sinon, là, autre joueur que j'ai hâte de voir, là, Keaton Parks de Benfica. Il a quand même il a joué 4 rencontres la dernière saison. C'est pas beaucoup, mais pour la première division portugaise, il y a peu de joueurs américains qui pourraient jouer dans cette ligue avec son jeune âge. Et sinon, le Pulisic, tout le temps bien hâte. On aime le voir. Là, ça va être son retour en sélection depuis le Octobre Noir de 2017, là, lors de la non-qualification américaine. Là. Sinon, là, un des seuls habitués de la sélection, là, c'est Joe Corona qui a été sélectionné. Il devrait également, lui, là, évoluer en tant qu'ailier, là. Mais c'est ça. Les milieux, là, il y a plusieurs espoirs. Il y a Lyndon Gooch de Sunderland, Alejandro Guido de Tijuana, un bon milieu défensif que je serais pas surpris de voir avec McKennie pour débuter la rencontre, là, lui qui pourrait faire sa première sélection. Donc, un milieu, je dois l'avouer, quelques joueurs dans ce milieu que je ne connaissais pas auparavant, comme Gooch ou Parks, mais j'ai bien hâte de voir le match contre la Bolivie. Là. Ouais, Parks a surtout joué avec la réserve aussi de Benfica, donc voilà, comme je disais, un groupe un peu expérimental, mais dans la colonne vertébrale dont je parlais, je pense que oui, Weston McKennie a quand même joué plus de 20 matchs avec Schalke 04 cette année, donc à mon avis, il fera partie de cette colonne vertébrale. Et Pulisic, ça va vraiment être le leader pour plusieurs générations là en sélection américaine. En théorie, il devrait pas quitter le groupe. Si en club ça marche, il devrait pas quitter le groupe pendant un petit bout de temps. Et après, je trouve que Timothy Weah, c'est un peu trop tôt pour le sélectionner, mais bon, vu les joueurs qui jouent en réserve, lui, il est appelé aussi. Mais il connaîtra peut-être sa deuxième sélection contre la Bolivie. Et enfin, il reste 2 attaquants dans la liste. Alors, pour ceux qui se demandent, seulement 2 attaquants, ouais, mais la plupart des milieux jouent aussi milieu offensif. Hein. Pulisic, Tim Weah aussi a joué en numéro 9, il me semble, avec le PSG ce week-end. Donc voilà, 2 attaquants qui sont aussi très peu connus du grand public. Anthony, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, en fait, là, je crois que ça va être intéressant à voir. Andrija Novakovic, un jeune âgé de seulement 21 ans là, qui appartient à Reading, mais qui a été en prêt cette saison à Telstar aux Pays-Bas, qui a quand même a apparu 35 fois sous le maillot de Telstar et a quand même marqué 19 buts. Donc, c'est très intéressant. Là, le SC Telstar qui est en Deuxième division, ouais. Deuxième division du Pays-Bas. Donc, je serais pas surpris de le voir au plus haut niveau, là, qu'importe la ligue là, l'année prochaine. Sûrement, pourquoi pas en division du Pays-Bas ou sinon division 2 anglaise. Mais par exemple, là, celui que j'ai vraiment hâte de voir, là, c'est George Sargent. Si vous avez suivi sur Hello la Coupe U20, vous avez pu apercevoir que c'était vraiment le meilleur joueur américain lors de cette Coupe du Monde U20. Sargent, là, qui a signé cet hiver au Werder Bremen, là, qui, pour vrai, là, il sera surveillé. Il devrait jouer plusieurs fois l'année prochaine là, en D1 allemande. Là, donc, oui, pour vrai, Sargent, là, ça risque d'être sa première titularisation et vraiment pas cette dernière. Mais ouais, c'est marrant, il a toujours pas joué avec le Werder Bremen. Par contre, il a déjà été appelé en tout cas en sélection à 18 ans. À voir aussi, mais c'est là où on se rend compte que la relève américaine, elle est bonne, mais elle n'est pas forcément dans les meilleurs clubs du monde non plus. Les deux attaquants sont quand même en deuxième division néerlandaise, et puis un mec qui n'a pas joué encore avec son club du Werder Bremen. Donc vraiment un groupe très 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 jeune, très inexpérimenté. Mais peut-être que l'appel en sélection va un petit peu leur donner un coup de jus. Mais comme je disais, on dirait vraiment que c'est des U20 d'un club qui sont promus à l'équipe première. Vraiment très intéressant. Ouais, ça, en général, là, tous les joueurs, là, j'espère que il va certainement avoir un sélectionneur qui va arriver bientôt, là, mais j'espère là, que ça va être le même groupe pour les prochains 4 ans qui va être régulièrement appelé. Il est temps d'arrêter la chaise musicale là, et je crois qu'il y a des joueurs âgés de plus de 32 ans, là, arrêter des sélectionner et vraiment y aller là, avec des jeunes de 20 ans, puisque dans 4 ans, ils auront 24 ans et c'est vraiment là, c'est proche de la maturité. Donc, oui, vraiment, là, prendre des gens âgés entre 20 à 28 ans et vraiment là, bâtir pour les prochaines 4 ans pour vraiment épater la galerie au Qatar. Ouais, parce qu'on le disait, l'entraîneur, pour l'instant, entraîneur intérim, hein, il n'a pas été promu en division 1 et il me semble que la sélection américaine n'est pas en train de chercher partout un bon numéro 1. Parce que Dave Sarachan, c'est son nom, et n'est là que pour un petit intérim, donc c'est bien, il fait jouer un peu les jeunes, comme tu dis, avec peut-être des objectifs. Il y a aussi la Gold Cup en 2019 qui serait intéressant à voir pour la sélection américaine. Est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs américains de MLS, qui peuvent arriver dans le groupe d'ici les matchs contre l'Irlande ou la France? Oui, en fait, là, il y a encore une fois, si on reste dans des jeunes espoirs, là, je crois qu'un Kylian Acosta qui a refoulé les terrains depuis peu, je crois qu'il peut être appelé en sélection. Sinon, Taylor Adams, ça va pas trop grave, là, lui également, on pourrait rejoindre. Sinon, puisque le monde, deux attaquants, ça n'est pas assez selon eux, là, un Jazzy Zarbez, pourquoi pas, il pourrait être appelé. Sinon, en tête rapidement, là, un Darlington Nagbe qui serait dans 4 ans dans vraiment l'apogée de sa carrière. Je crois qu'il est vraiment incroyable avec les Five Stripes. Donc, oui, je crois que, mettons, ces 4 joueurs, là, sinon, rapidement en tête, là, ça me vient pas l'idée, mais oui, c'est 4 joueurs et pourquoi pas essayer Tyler Adams en défenseur droit. Il a joué l'entièreté de la saison dernière à cette position et je crois là qu'il pourrait s'avérer un pilier à cette position. Ouais, pour les deux qui ne suivent pas au fond, les Five Straps, c'est Atlanta United, bien sûr. Moi, je vois aussi, pourquoi pas Altidore, retour en sélection. En vrai, il n'est pas si vieux que ça, contrairement au Dempsey, au Wondolowski ou au Tim Howard qui ne feront plus partie de la sélection.
Altidore est pas si vieux. Il me semble que Bedoya aussi n'est pas encore complètement passé. Il pourrait apporter un peu d'expérience. Sinon, pourquoi pas Christian Roldan de Seattle aussi, qui fait un bon saison. Comme tu l'as dit, le gardien de Columbus, Zach Steffen aussi. Pas mal de joueurs à voir. Aussi, il y avait un jeune milieu de Philadelphie Union, dont je vais te retrouver le nom tout de suite, parce que je l'avais noté. Où est-ce qu'il est? Austin Trusty, voilà, 19 ans. Pas mal de gens pensaient qu'il allait être sélectionné là, mais il ne l'a pas été. Donc, à voir, ouais. On va voir vraiment comment le nouveau sélectionneur aussi arrive et si il sera pro ou anti-MLS, qui a été un peu le problème ces dernières années, avec par exemple un Klinsmann qui poussait vraiment les jeunes à partir de la MLS et un Bruce Arena ensuite qui avait sélectionné un groupe avec pas mal de MLSers justement. Donc, à voir comment ça va s'articuler tout autour de ça. Mais j'ai hâte de voir le match. Donc, contre la Bolivie, on rappelle le 28 mai, lors du Memorial Day, le jour des vétérans aux États-Unis. Premier match donc, contre la Bolivie le 28 mai. Et ensuite, le 2 et 8 juin contre l'Irlande et la France. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Anthony? Non, je crois que c'est tout. Là. J'attends avec impatience le segment que Thomas, Alain de l'équipe posé également. Donc, on va se diriger immédiatement à ce segment de l'émission où est-ce que toi et Thomas discutez de la Bolivie, là, le prochain adversaire des Américains. I got a bitch that look like Left Eye. And she be posted on the west side. She always say that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best die. I got the gas, she call me Jethro. I hit her up like shorty, let's roll. I hit my plug, he on the west coast. And shit, I heard they got the best smoke. Alors Anthony nous a quittés, mais on est rejoint par Thomas, le spécialiste Bolivie de Lucarne Opposée. Bonsoir Thomas, comment ça va? Le bonjour de la page, ravi de contribuer à ce nouveau numéro de Culture Soccer, ça va très bien. Et ouais, t'es déjà le 3e membre de Bola Latina, après le costaricien et puis le mexicain argentin Nicolas à nous rejoindre sur Culture Soccer. Alors on va parler un petit peu avec toi de l'état de la Bolivie, qui est la prochaine adversaire des États-Unis, comme on l'a dit, en amical. Déjà, dis-nous où en est le pays, quoi de neuf, comment se sont passées vos qualifications pour la Coupe du Monde, est-ce que c'était plus sympa qu'aux États-Unis? Alors, pour la Bolivie, on va dire qu'on a été éliminé beaucoup plus tôt. Il n'y a pas eu de suspense de dernière minute. Donc, la Bolivie a terminé avant-dernière de son groupe et a quand même réussi à accrocher quelques résultats intéressants ici à La Paz, en altitude en 2017, puisqu'ils ont battu l'Argentine et le Chili et ils ont fait 0-0 contre le Brésil. Mais depuis, on va dire qu'il y a eu du nouveau, notamment au sein de la fédération. Là, toute la fédération est en phase de reconstruction. Pas seulement au niveau de la sélection, mais aussi au niveau des instances qui dirigent le football bolivien. On a un nouveau président qui est arrivé à la tête de la fédération, qui était avant le président du club du Strongest. Et suite à ça, donc la Bolivie vient juste de changer de sélectionneur la semaine dernière. Et c'est justement l'entraîneur du Strongest qui maintenant va assumer une double casquette et qui est entraîneur de son club et désormais sélectionneur de la Bolivie. D'accord, de toute façon on imagine que votre groupe était bien plus relevé que celui des États-Unis. Comme tu l'as dit, oui, l'Argentine, le Brésil, j'imagine le Chili, le Paraguay peut-être, ou la Colombie. Oui, et ouais, c'est ça. Et quel est donc alors l'enjeu des prochains matchs amicaux qui arrivent pour vous, et surtout celui face aux États-Unis? Alors ouais, donc en fait, ce qu'a fait le nouveau sélectionneur, donc César Farias, qui a été nommé il y a une semaine, il a décidé de prendre en fait des joueurs, on va dire jeunes déjà, un effectif très jeune, et qui jouent dans les clubs moins connus boliviens, parce que le championnat, comme aux États-Unis, le championnat suit son cours. Donc en ce moment, on joue les demi-finales avec les 4 gros clubs du championnat qui sont en demi-finale. Donc César Farias n'a pas pu appeler les joueurs de ces 4 clubs. Donc il a appelé des joueurs plus jeunes, jouant dans des clubs, on va dire, moindres, comme l'Oriente Petrolero, Blooming, les Destroyers, Universitario ou le National Potosí. Donc c'est vraiment un effectif avec des joueurs qu'on connaît peu, et on va dire que 85% d'entre eux sont appelés pour la première fois en sélection.
D'accord. Et donc l'effectif est jeune, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a aussi parfois, est-ce qu'il y a aussi, par exemple, des joueurs qui jouent à l'étranger où les championnats seront peut-être arrêtés? Oui, on a le gardien surtout, Carlos Lampe, qui est, on va dire, le meilleur joueur actuel de la sélection bolivienne. Donc, il joue en ce moment au Chili, à Huapachito. Et donc, il a été appelé. Le gardien remplaçant également qui joue en Israël. Il y a également le milieu de terrain Berajano qui joue en Grèce. Et on a l'attaquant Vargas qui joue du côté de l'Ukraine. Et enfin, on a le cinquième étranger, Bruno Miranda, qui joue en MLS justement, Ouais. du côté de DC United. Mhm. D'accord. Et est-ce que, on va passer directement à ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Bruno Miranda, comment il est vu au pays, par exemple? Est-ce qu'il pourrait jouer titulaire? En fait, ici dans le pays, on le connaît peu parce qu'il est parti très jeune jouer pour la U de Chile, donc à Santiago, au Chili. Et il a fait quelques apparitions, pas plus de 2-3 apparitions. Ensuite, il s'est envolé aux États-Unis, du côté de DC United, justement. Et c'est pareil, il a très peu joué avec DC. Moi, je l'ai vu jouer avec la sélection parce qu'il est régulièrement convoqué. Je me souviens, j'étais au stade, il est rentré à 2 minutes de la fin face à l'Argentine, lors de la victoire 2-0. Ça fait de ça 1 an. Et plus récemment, lorsque la Bolivie a joué contre les Antilles néerlandaises, donc c'était les derniers matchs amicaux de la Bolivie, donc un partout et une défaite 1-0 lors d'une double confrontation face aux Antilles néerlandaises. Il a joué 1 heure de jeu et une demi-heure, je crois. Et en toute honnêteté, il n'a pas montré grand-chose lors de ces 2 parties. Donc il est jeune encore, hein, il n'a que 20 ans, donc il a tout à prouver. Mais c'est vrai que c'est difficile de se faire un avis parce qu'il joue peu. D'accord. Et il sera pas titulaire donc contre les États-Unis, probablement pas. C'est difficile en fait de dire qui sera titulaire. Donc certainement le gardien, ça sera Carlos Lampe qui est l'homme fort de la sélection. Après, comme les 3/4, même, comme j'ai dit, 85% des joueurs n'ont jamais été appelés, on ne sait pas trop ce que va nous mijoter le nouveau sélectionneur. Mais pour moi, Bruno Miranda fera de toute façon une apparition lors de ce match. D'accord. Et donc l'effectif, il sera, enfin pardon, le 11 titulaire, il sera fait quand même de joueurs intéressants à voir, ou ça sera justement, comme pour les États-Unis d'ailleurs, de tenter de lancer des jeunes qui ont peu d'apparitions en équipe nationale. Voilà, c'est exactement ça. Je pense que les États-Unis, la Bolivie abordent un petit peu ce match dans la même philosophie, c'est-à-dire de préparer les prochaines séances. Il y a la Copa América et puis plus tard les éliminatoires à la Coupe du Monde. Mais évidemment, bon, l'effectif américain est quand même d'une qualité supérieure. Là, on a les joueurs qui sont éliminés dans le championnat de Bolivie. Donc, il y a des jeunes qui, par exemple, je prends l'exemple du milieu de terrain Quiroga qui joue au National Potosí, qui était au Strongest l'année dernière, qui n'a pas réussi à se faire une place dans l'effectif titulaire. Donc, il est allé dans un club moindre du championnat où cette année, il brille. Donc, ce choix de carrière lui a permis d'être sélectionné. Et puis, on a les joueurs qui jouent à l'étranger ou ceux qui sont éliminés. Donc, c'est vraiment du second plan. Par exemple, par rapport au convoqué la dernière fois face au Brésil, il n'y a aucun joueur, à part le gardien, du 11 titulaire qui est là dans la sélection de Farias. Et même sur le banc des remplaçants, il y a que Miranda qui a été présent. Donc, c'est vraiment des joueurs qu'on a très, très peu l'habitude de voir évoluer avec la sélection. D'accord, ouais. Donc ça va être un match, j'imagine, un peu plein de surprises pour les 2 équipes, un peu serré. C'est bien, au moins, ce sera pas une grosse équipe. On va pas forcément se faire absolument démonter sur un premier match post-traumatisme de la Coupe du Monde. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu attends du match en tant qu'observateur de la sélection bolivienne? Est-ce que tu as certaines clés que tu observeras plus particulièrement que d'autres? Oui, exactement. Comme tu dis, ce match, c'est une vraie inconnue. Il y a des joueurs surtout que je vais suivre plus que d'autres, comme Rodrigo Vargas qui est parti en Ukraine et qu'on n'a pas beaucoup vu jouer. Bruno Miranda fait partie de ce joueur parce qu'il est régulièrement sélectionné, il a 20 ans, mais c'est vrai qu'on voit peu évoluer non plus. Et c'est plus des joueurs locaux. Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'ils vont être capables à l'avenir de rentrer et de se faire une place dans le vrai groupe de la vraie sélection bolivienne, on va dire. Et puis sur le second plan, c'est aussi
voir un petit peu comment César Farias, le nouveau sélectionneur, va pouvoir gérer cette double casquette. Comment il va pouvoir gérer d'être, par exemple, le lundi avec son club à l'entraînement, le lundi matin, par exemple, et le mardi après-midi, le lundi matin et le lundi après-midi avec la sélection. Parce que c'est ce qui va se faire actuellement. La sélection est en ce moment même en train de préparer ce match au complexe du Strongest, le club qu'entraîne César Farias. Donc ça, c'est une interrogation supplémentaire. Comment est-ce qu'il va jouer pour ce premier match et comment il va mettre en place son effectif qu'il connaît peu aussi finalement. Ouais, c'est un peu la même chose chez nous en fait. Ouais, c'est comment les nouveaux vont s'adapter au groupe et s'ils vont rester ou pas. Donc deux équipes qui partent le match avec les mêmes objectifs. Je crois que c'est à peu près tout. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter en particulier, peut-être un joueur observé de notre côté? Non, oui, justement, moi j'avais une question sur le groupe des États-Unis. Donc j'ai vu qu'il y avait que 2 attaquants dans la liste. Alors en fait, c'est un peu compliqué quand tu regardes des joueurs comme Timothy Way ou Christian Pulisic. Christian Pulisic peut jouer sur le côté en attaque. Timothy Way a déjà joué au PSG comme faux numéro 9 ou comme numéro 9. D'ailleurs, ce week-end contre Caen. Donc en fait, c'est plutôt des milieux offensifs ils ont tout mis chez les milieux. Ils ont mis que 2 grands attaquants de pointe dans le groupe, mais c'est pas vraiment indicatif de leur réel poste. Voilà. D'accord, très bien. Et t'inquiète pas, pour toi, parmi ce groupe, donc il y a aussi 22 joueurs convoqués du côté des États-Unis. Si jamais les États-Unis avaient été qualifiés pour ce mondial, combien d'entre eux auraient pu aller en Russie de ce groupe-là qui a été sélectionné? Très très bonne question. Honnêtement, je vois peut-être 4 ou 5. Il y a beaucoup de jeunes. Et en fait, si le groupe s'était qualifié pour la Coupe du Monde, forcément, il serait resté dans le groupe. Alors que là, il y en a pas mal, surtout des vieux. On pense à Dempsey, Wondolowski, tout ça, qui ne reviendront probablement pas à cause de leur échec. Mais voilà, Christian Pulisic, Matt Miazga, les cadres un petit peu, les jeunes cadres en fait seraient là. Mais comme on l'a dit en première partie, Anthony, il y a beaucoup de jeunes. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a peu qui étaient dans le groupe de toute façon pendant les qualifications de Coupe du Monde, mais belle génération à voir, comme en Bolivie, j'imagine. Oui, c'est exactement ça. Il y a pas mal de joueurs qui allaient sur leurs 35, 36, voire 40 ans à l'issue des éliminatoires. Et donc voilà, ça va être tout l'intérêt de ce match, voir si certains jeunes joueurs sur lesquels on mise beaucoup seront capables d'assumer ce rôle de successeur. D'accord. Et d'ailleurs, un petit retour vers le passé. Je ne sais pas est-ce qu'au pays, vous avez une belle image du duo qu'on a vu en MLS, qui sont boliviens, Marco Echeverry et Jamie Moreno. Je ne sais pas s'ils sont un petit peu connus en Bolivie, mais en MLS, ils ont fait de 96 à genre 2005, je crois, ou 2006. Ils ont fait le bonheur de DC United. Est-ce qu'ils sont connus au pays? Oui, ils sont. Echeverry est. Ici, il a le statut de héros, parce qu'il a vraiment fait partie de ces joueurs qui ont été très importants lors de la dernière qualification à la Coupe du Monde en 1994. Et donc, il était numéro 10 de la sélection. Il a marqué des buts incroyables pendant les éliminatoires. Donc, dès qu'il revient au pays, il est directement sollicité par la presse. Parfois, on parle même de lui pour entraîner certains clubs. Là, on a parlé de lui pour entraîner ou pour au moins devenir directeur technique de l'Oriente Petrolero. Et en ce qui concerne Jem Moreno, c'était, on va dire, quelques années plus tard, c'est ça, en MLS. On parle un petit peu moins de lui. Ouais, ils ont commencé en même temps, mais il est resté, lui, pendant 14 ans dans le club. Ouais. Mais ouais, c'était les 2 Boliviens qui sont vraiment impactés la MLS. C'est les seuls un petit peu qu'on connaît. Et Moreno, oui, effectivement, pareil. Il est arrivé un petit peu plus tard en sélection. Mais il a fait partie aussi de cette équipe qui a notamment été en finale de la Copa América en 97 à domicile et qui a participé à la Coupe des Confédérations 99 aussi. Donc effectivement, ils sont très connus ici. Et je me demande justement si ça n'a pas un lien avec l'arrivée de Bruno Miranda à DC United. C'est possible qu'il l'ait appelé avant ou. Voilà, je me demande si Echeverry n'a pas eu un lien et ne s'est pas mêlé de cette affaire.
C'est possible parce qu'il traîne souvent il passe souvent dans les émissions de MLS ou quoi que ce soit pour donner son avis. Donc c'est possible qu'il travaille encore avec l'institution en elle-même de la Ligue et qu'il a amené Bruno Miranda. Mais pour le moment, c'est pas l'attaquant titulaire de DC United. Miranda. Ouais. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur Culture Soccer. On souhaite bonne chance à la Bolivie. Vous avez d'autres matchs après les États-Unis? Et oui, on va affronter donc avec une autre sélection parce que normalement le championnat sera presque terminé. Donc César Farias aura à sa disposition un plus grand nombre de joueurs plus intéressants, on va dire, peut-être. Donc on affrontera la Corée du Sud en Autriche, la Serbie, en Autriche aussi normalement, juste avant la Coupe du Monde. D'accord, ouais, donc aussi, tout comme nous, 2 contendants à la Coupe du Monde pour vous aussi. Eh bien, on vous souhaite une très bonne chance et une bonne chance pour la Copa América, du coup, 2019, qui doit être votre prochain objectif. Le prochain grand objectif, exactement. Merci beaucoup pour cette invitation et bon match lors de cette confrontation. Merci beaucoup, on espère le gagner. Merci beaucoup et à la prochaine. On remercie encore une fois Thomas Alain pour ses précisions, l'expert Bolivie sur Lucarno Opposé. Si vous voulez en savoir plus sur le championnat bolivien par exemple ou sur quelques championnats du monde d'ailleurs, on vous retrouve sur le site de Lucarno Opposé. On va passer tout de suite aux questions des auditeurs, on en a 2 cette semaine. Anthony, je te laisse la première. Oui, la première vient de Seb de Lucarno Opposé, l'expert chinois là, à nos côtés, là, notre collègue. Sa première question, c'était à quelle heure on mange? Non, plus sérieusement, là, sa question était est-ce que le soccer en MLS s'arrête pendant la Coupe du Monde? Eh bien non, la MLS continue. Donc, pour des clubs, là, ça risque de poser problème là, quand on voit par exemple, un Laurent Simon du côté du LAFC part avec la Belgique, là, c'est vraiment le pilier de la défense. Sinon, toi, Antoine, du côté de Seattle, là, c'est Svensson qui part à la Coupe du Monde. Svensson, Torres, Lodeiro, on ne sait pas encore. Et ouais, donc surtout Torres et Svensson, ça va faire du mal parce que c'est 2 défenseurs centraux qui sont titulaires. Mais sinon, ouais, New York City FC aussi, il me semble qu'ils perdent 2 joueurs. Ouais. Ouais, attends, il y a comment il s'appelle? Ouais, Yotun qui part aussi pour Orlando, donc pas mal de clubs vont être impactés, et puis le LA Galaxy qui vont perdre les 2 frères Dos Santos. Ouais, et je crois même Zlatan Ibrahimovic, je sais pas avec la sélection, mais je crois qu'il avait des engagements en Russie, donc oui, il y a plusieurs joueurs MLS là, qui partent du côté de l'Europe pour disputer la Coupe du Monde. Et c'est dingue, Zlatan, genre à cause de partenariats commerciaux, il raterait une partie de la saison avec la Galaxy, c'est dingue quand même. Ouais, mais c'est Zlatan. ouais, mais quand même, c'est un peu... s'il y va pour être consultant ou je ne sais quoi, c'est assez spectaculaire comme engagement quand même. Il doit avoir un contrat vraiment étrange avec le Galaxy. Oui, c'est ça. Donc, la MLS n'arrête pas et c'est là qu'on va voir la profondeur des clubs. Ça aurait été vraiment bizarre. Je crois que la MLS aurait peut-être fait une exception si les États-Unis seraient allés à la Coupe du Monde, mais là sans les États-Unis, et ça va être une MLS vraiment métamorphosée avec plusieurs piliers de chaque équipe là, qui seront absents. Mais moi, c'est vraiment au contraire chaque fois qu'il y a une trêve internationale, par exemple, et que la MLS continue de jouer alors que la plupart des meilleurs joueurs sont en sélection nationale, ça me fascine à chaque fois. On découvre plein de jeunes, on découvre un peu comment les équipes jouent sans 1 ou 2 titulaires, et c'est très intéressant à voir évoluer. Donc j'ai hâte de voir comment les clubs comme l'AFC, Seattle ou on le disait New York City FC vont réussir à évoluer sans certains de leurs titulaires. Ouais, comme le LAFC, leurs 2 meilleurs joueurs, Carlos Vela et Laurent Simon, ne seront pas là. Et vraiment, pour une expansion, là, souvent, c'est pas la profondeur qui est leur force. Donc, ça va être intéressant de voir. Je sais pas s'ils peuvent rappeler les meilleurs éléments du Orange County, là, mais ça serait sûrement utile. Ils ont sûrement recruté Lewin pour remplacer Carlos Vela, par exemple. Donc, on va voir en effet. La deuxième question vient de PSG Seattle, le groupe
de fans hein, du PSG à Seattle, qui nous demande s'il y a une limite au nombre d'équipes admises en MLS. Jusqu'à combien de clubs peut-on avoir dans un championnat? Tous les ans, on annonce de nouvelles franchises. Y aura-t-il une possibilité de créer une MLS Ligue 1, Ligue 2 pour permettre des montées et des descentes? Alors, tout ça, ça va être dans un papier que je suis en train d'écrire pour Lucarne Posé, qui normalement devait sortir il y a quelques semaines, mais c'est toujours pas le cas, donc qui sera bientôt en ligne. Mais pour faire un petit teasing, il a été annoncé. Déjà, pour le moment, ouais, c'est la 23e équipe, Los Angeles FC. Et il a été annoncé qu'avec Nashville, déjà, qui sera la 24e, le Miami de Beckham, qui sera le 25e, et une dernière franchise qui sera prise entre Sacramento, Cincinnati et Détroit, on devrait être à 26 franchises vers 2020, 2021, peut-être 2022. Et le commissaire de la Ligue, Don Garber, qui est un peu le boss de la MLS, l'a dit et répété que sous son mandat, la Ligue ne dépasserait pas 28 franchises. Donc, on peut avoir peut-être des mouvements de franchises, ce qui correspond un petit peu à une expansion en soi, comme Columbus qui part à Austin, par exemple, où on peut voir des nouvelles équipes du USL qui montent ou des villes développer tout simplement un club comme Détroit. Donc, ça va être très, très intéressant de voir comment ça s'articule. Je pense que ça ira pas au-dessus de 28, voire 32 maximum. Et je pense qu'à partir de la 28e, la Ligue va vraiment prendre son temps pour éviter de prendre des concurrents trop rapidement. Par exemple, Sacramento, je pense que même si l'adrénaline est vraiment bien, si j'adore cette ville, personnellement, j'adore la fanbase qu'il y a là-bas, mais c'est un tout petit marché pour la MLS, dans une Californie où il y a déjà pas mal d'équipes. Donc la Ligue va vraiment se concentrer dans des villes, à mon avis, à partir de la 28e, des ligues qui peuvent avoir un marché assez gros, où il n'y a par exemple pas d'équipe de NBA ou de NFL. Et on va voir un petit peu comment ça va s'articuler. Je ne pense pas qu'une Ligue 2 sera en phase d'ici 10 ans ou 15 ans, je pense. Ça va vraiment falloir attendre pour avoir une promotion-relégation. Mais ça va être très intéressant de voir comment ça se fait. Je pense qu'il va y avoir pas mal de mouvements. Peut-être certaines franchises qui n'attraient pas beaucoup de monde, comme le Fire, le Crew ou le Revolution, vont peut-être disparaître ou alors laisser place à d'autres franchises avec des déplacements de franchises. Mais si celle qui va de Columbus à Austin marche bien, je pense qu'on va en voir un peu plus d'ici les années, parce que le football est en train de vraiment un vrai boom aux États-Unis. Et donc, donc c'est bête pour la Ligue de gaspiller du temps et de l'argent sur une franchise où il n'y a pas de public et où ça marche pas bien, comme à Columbus ou au New England. Donc, je pense qu'on aura pas mal de mouvements. Et voilà, pour l'instant, ça va être ça un petit peu le promotion-relégation. À voir comment ça va s'articuler après. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Anthony? Pardon, j'ai pas mal accaparé le sujet. Non, mais en général, là, je suis d'accord avec toi. Là, je crois que plus de 28 équipes, ça va être un peu trop. Là. La Ligue a seulement environ 23 ans la Ligue va fêter 23 ans bientôt. Donc, oui, c'est ça. Là, après seulement 23 ans, là, plus de 28 équipes, ça serait un peu trop. Il ne faut pas tomber dans le piège de la NASL également, là, de vouloir développer trop de marchés à la fois. Là, je crois que les équipes, les villes qui veulent vraiment une équipe de MLS, débuter par faire vos preuves en USL ou en USL Détroit quand elle va arriver. Et ensuite, là, pourquoi pas faire comme Cincinnati, vraiment prouver à la Ligue. Les fans veulent une équipe, on attire des 20 000 personnes à chaque match. Parce que, par exemple, là, pour la seconde phase d'expansion, là, les villes sont déjà décidées. Il y avait les 12 finalistes et il y a un Phoenix et un Détroit. Là. Je ne serais pas surpris de les voir aller en seconde phase d'expansion qui montrait le total d'équipes à 27 ou 28, Antoine, si j'ai... Ouais, je pense que ça sera un peu le maximum. Ou alors, peut-être une création d'une troisième conférence centrale, comme ça va être en USL. Par exemple, en NBA ou en NFL, il me semble qu'il y a beaucoup de divisions. La NFL, on a 8, il me semble. C'est les sous-divisions après, des sous-conférences un petit peu. Mais je vois vraiment pas que ce soit adopté dans le format du soccer. Il y a une troisième à la limite, mais même ça ferait... à mon avis, s'il y a une conférence centrale, déjà, le niveau sera beaucoup moins élevé qu'à l'Est ou à l'Ouest. Donc, ça sera assez problématique. Alors, en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va faire. Et je pense qu'à la promotion-relégation, il faut attendre 10-15 ans avant de la voir arriver. Si jamais elle arrive. Voilà. Parce que, voilà, c'est assez compliqué, même si la FIFA récemment, apparemment, est en train de mettre un peu la pression sur l'Australie et l'Inde qui n'ont pas de promotion-relégation pour qu'elles en instaurent.
Donc à voir si ça va aussi arriver aux États-Unis. On va voir aussi comment ça se passe en Australie et en Inde. Ça se trouve, si ça n'a pas marché du tout. Donc à voir. Ouais, ouais. Dernier pour rajouter, là, comme tu l'as dit un peu plus tôt, là, si vous voulez avoir vraiment des informations, là, il y aura l'article d'Antoine qui sortira très bientôt. Et sinon, là, pour savoir un peu plus quelles sont les prochaines expansions possibles en MLS, là, j'avais écrit un article il y a environ 6 mois qui est encore d'actualité, là, avec on parlait de Nashville, Cincinnati, Sacramento. Donc, c'est vraiment encore de sujet d'actualité et pour avoir une bonne base en expansion, là, je vous le suggère très grandement. Et voilà ce qui clôture donc notre émission. On remercie encore Thomas de Lucarne Opposée pour être passé pour parler de la Bolivie. Nous, on vous retrouve bientôt pour le prochain Culture Soccer. En attendant, n'hésitez pas à suivre la chaîne YouTube de Lucarne Opposée si ce n'est pas déjà fait, ainsi que notre compte Twitter et Instagram qui va reprendre. On s'active un petit peu à mettre 2-3 photos dessus quand on a le temps. Merci à tous encore. N'hésitez pas à partager cette émission. Sans vous, nous ne sommes rien. Merci et à la prochaine. À la prochaine. My music is your fetish, a fantasy, a make-believe and real, I'm the wettest. Can't you see I feel I'm indebted to this culture and this mic. 6 lonely years just to get this shit right. I'm alright, dropping dimes like 7, 8, 9. This wisdom ain't for everyone, I'm here to only shine light on you youngins. So why you